colonne vertébrale de dinosaures? Y a pas moyen de dire scientifiquement de quelle couleur étaient les dinosaures? Bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi ça va, j'espère que vous en tout cas ça va, vous passez un bon début d'année. D'ailleurs, bonne année 2021 parce que dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous l'ai pas dit, je suis un fils d'up. Mais du coup voilà, je me rattrape. J'aimerais quand même qu'on s'attarde un petit peu sur ma coiffure. Ouais, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite juste avant, mais j'y étais pas encore passé chez le coiffeur. Et je peux vous dire que ça change. Il m'était venu à l'esprit de me laisser pousser les cheveux très longs, et de manière à me faire une sorte de queue de cheval, mais très très fine. Sauf que ça marche pas en fait. Déjà que je m'étais fait une couleur gris qui a viré au blond. Du coup, j'avais des mèches longues comme ça de blond. Enfin, laissez tomber. Vous avez vu la catastrophe dans l'ancienne vidéo. Du coup, voilà, j'ai remédié à ça. Tout va bien. C'est parti. On est parti pour le show. On est parti. Le stade est chaud. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous parler d'un truc que je kiffe depuis que je suis gamin. Grossièrement, c'est les dinosaures. Là, donc là comme ça, j'ai l'impression de retourner à 8 ans. Super, ouais, un Tyrannosaure Rex, trop marrant. Mais en vrai, de vrai, No Trolls, vraiment une partie de moi qui adore cet univers-là. Et il y a un métier qui est toujours renseigné sur le mécanisme, comment ça marche, concerne les dinosaures, mais pas que. C'est les fossiles des êtres vivants en règle générale. On va parler donc de la paléontologie. Alors, la paléontologie, il faut savoir que c'est une science. C'est une science qui étudie donc les restes fossiles des êtres vivants. Et pour comprendre un petit comment fonctionnait l'évolution de la vie et l'évolution du monde, on fait appel aux paléontologues qui, eux, vont, à travers les fossiles, à travers les découvertes, vont pouvoir placer sur une échelle de temps l'évolution des espèces, les évolutions de l'être vivant en règle générale depuis la création du monde à maintenant, et même encore après. Et je trouve ça fascinant que on arrive comme ça grâce à une petite découverte dans de la pierre, dans de la roche, etc. Savoir depuis quand elle a été trouvée, enfin depuis quand elle est là, et à quelle espèce elle a appartenu. Enfin, je trouve ça fabuleux. Je sais pas si vous êtes dans le même délire que moi en mode c'est incroyable, ou alors si vous êtes juste en mode ouais, vas-y, mets Netflix, tu vois. Mais en vrai, de vrai, je trouve ça ouf. Et j'espère que les quelques informations que je vais vous donner, ça va peut-être pas vous trouver une vocation, tu vois, mais au moins vous dire, ah ouais, peut-être que c'est intéressant finalement ce domaine-là, et j'y connaissais rien. Après, attention, hein, ce que je vais vous dire, c'est très très basique, et il y a vraiment quelques données, et si vous voulez vous intéresser plus profondément, il y a des livres, il y a des documentaires, il y a des reportages, vous pouvez même aller directement vous adresser à des paléontologues. Moi, je ne suis personne, et donc du coup, je fais juste ça pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et surtout pourquoi ça m'a plu depuis que je suis tout gamin en fait. Donc le paléontologue, il a 4 étapes très importantes dans le mécanisme de son métier. D'abord, toute première chose qu'il doit faire pour ensuite arriver à des résultats, c'est bien sûr il doit entreprendre des fouilles de terrain. Les fouilles de terrain, c'est des choses qui sont généralement les plus dures à entreprendre parce que il y a beaucoup de préparation. Il va falloir obtenir administrativement des droits de fouille pour pouvoir aller chercher sur le terrain. C'est physique aussi parce que parfois faut escalader des falaises, faut affronter des torrents, faut rentrer dans des forêts, dans des endroits un petit peu à risque entre guillemets avec la faune et la flore. Donc du coup, c'est pas une partie de plaisir. C'est déjà quelque chose pour les personnes qui aiment l'aventure, qui aiment cet esprit de recherche, cet esprit de je ne sais pas où je vais mettre les pieds, c'est incroyable. Franchement, je vous le conseille. Il n'y a pas que ça aussi. Il faut du matériel, ça a un certain coût, et aussi il faut des fonds à investir pour l'équipe de recherche et pour tout ce qui s'ensuit plus tard. Mais je vais en venir juste après. La deuxième étape, qui est aussi importante et très importante, de toute façon toutes les étapes sont importantes bien sûr, c'est l'analyse et les études scientifiques en laboratoire. Et ça, c'est une des parties les plus longues. Parce que il s'agit de pas faire d'erreur, pas juste dire oh ça a l'air de ressembler à ça donc c'est ça. Non, ça demande des heures, voire des semaines, voire des années avant d'arriver à un résultat et de dire ce fossile là, si on le reconstitue avec d'autres morceaux, d'autres fossiles, on arrive à une espèce et cette espèce elle a vécu à tel moment de la vie en fait. Et ça, je trouve ça mais fabuleux. Troisième étape, c'est la publication scientifique des fossiles. Donc généralement, quand une équipe de chercheurs paléontologues va trouver un fossile, après l'avoir étudié, après avoir essayé de retrouver l'histoire, le chemin parcouru par ce fossile, du coup l'espèce, etc., ils vont publier des articles scientifiques sur ces fossiles-là pour se transmettre l'information entre chercheurs. Ces chercheurs-là, une fois qu'ils sont arrivés à un résultat solide, fiable, ils vont diffuser, et ça c'est la dernière grande étape, ils vont diffuser cette information pour le grand public de manière à
fournir des connaissances accessibles à tous de la découverte qu'ils viennent de faire ou qu'ils ont fait depuis quelques temps déjà. Il faut savoir aussi que dans l'histoire, les fossiles des grands animaux qui ont appartenu à l'ère mésozoïque, donc l'ère mésozoïque, je vous mettrai une petite frise juste là, sont connus depuis des millénaires. Comme il n'y avait pas encore cet esprit de recherche de scientifique et il y avait beaucoup axé sur la mythologie, il y en a beaucoup qui ont interprété ça comme des signes justement mythologiques. Par exemple, les Chinois, eux, ils ont toujours pensé que c'était des os de dragon. Pour nous, Européens, à l'époque, nous, on était persuadés que c'était les restes de géants de la Bible et autres créatures qui ont été tuées pendant le déluge. Le déluge, c'est un événement de la Bible. Voilà, je vous laisse vous intéresser à ce sujet, je m'expends pas là-dessus parce que je n'y connais pas grand-chose. On va se pencher maintenant sur les dinosaures parce que, moi, à la base, c'est plutôt cette espèce-là qui me rend fou, en fait. J'ai trop envie, même si c'est pas possible, et puis même si ça l'était, c'est dangereux. J'aimerais trop voir un dinosaure de mes propres yeux, et bon, c'est impossible. Mais voilà. Du coup, je suis un peu frustré, je vous l'avoue. Mais je vais quand même vous parler des quelques espèces de dinosaures qui, à l'heure actuelle, et pour moi, les meilleures, tu vois, celles que j'ai trop envie de voir. Pour moi, le dinosaure que je mets au-dessus de tous les dinosaures du monde, c'est le Triceratops. Je pourrais être avec les autres trois cornes, mais j'ai préféré venir vous prévenir. J'ai rencontré dents tranchantes. Le Triceratops, je vous mettrai une petite photo ici, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un peu l'ancêtre du rhinocéros. Il a vécu au Crétacé supérieur, pareil, je vous remets la frise, à vous de trouver où c'est. Ce qu'on sait, c'est on savait qu'il vivait dans ce qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Donc on va dire que le Triceratops, il se défend bien, il a des bonnes stats. Tu vois, si c'était une carte Pokémon, il se défendrait bien, tu vois. Je pense qu'il serait un bon 89-90. Ensuite, il y a quand même un type de dinosaure que je kiffe qui est sous-coté de ouf. Et les gens, ils ont l'impression que c'est trop inoffensif et tout, alors que pas du tout. Et je vais vous parler du Vélociraptor. Le Vélociraptor, je sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse scène dans Jurassic Park. Et c'est des dinosaures qui sont ultra rapides. Ils sont super agiles. Et rien que pour ça, en fait, tu te dis, tu dois les respecter. C'est juste parce qu'il est pas si grand que ça, on a l'impression que c'est assez inoffensif. Pas du tout. Absolument pas. C'est faux. C'est une légende urbaine. Moi, en tant que grand joueur de Ark Survival, d'ailleurs, Ark... J'attends un petit virement là. Non mais en vrai, dans Ark Survival, c'est un jeu de survie dans le monde des dinosaures. D'ailleurs, si vous connaissez pas et vous aimez bien les jeux de survie, je vous le conseille fortement. Vous pouvez jouer en plein de potes et tout. Bref, je fais pas la pub parce que je suis pas payé. Et dans ce jeu, il y a des raptors et les raptors, donc qui sont à peu près comme les vélociraptors, ils sont ultra dangereux. Mais vraiment, et dans le jeu, ils courent super vite. Ça veut dire que si tu veux les courser, tu ne peux pas. Si il y en a un qui te voit, il faut le tuer parce que sinon il te rattrape, il te bouffe. Sauf que va tuer un raptor quand t'es niveau 5-6. Ouais, je suis un rageux parce que un peu nul globalement dans les jeux. Enfin, on va parler du troisième dinosaure. Et là, celui-là, je dirais plutôt que lui, je ne veux jamais le croiser de ma vie. Le Mésosaurus. Alors, je suis un peu thalassophobe. Sens où j'ai pas peur de prendre le bateau, mais à partir du moment où mon corps touche l'eau, j'ai peur. J'ai vraiment peur, genre c'est impossible, parce que j'ai besoin de voir ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Quand je suis dans un bateau, ça va. Après ça dépend, si je suis sur une barque, en plein milieu de l'océan, je vais pas être serein, tu vois. Mais si je suis sur un fleuve, sur un petit bateau de croisière, là ça va, je vais être safe, je vais être tranquille. Mais si je suis sur un énorme bateau de croisière, en plein dans l'océan, pareil, proportionnellement, ça va, je serai serein. Mais par contre, ouais, si tu m'enlèves ce bateau et que tu me mets en plein milieu de l'eau, et je vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds, c'est mort. C'est mort. Vraiment, je peux pas. Ça pour dire que je suis thalassophobe. Et ce dinosaure-là, je sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans Jurassic World. Si j'ai ça sous mes pieds, c'est mort. Même si je l'ai pas sous mes pieds, si je sais qu'il y a ça dans l'océan, même si, attention, même si le truc, je sais que ça vit dans l'océan Indien et que moi je suis dans l'océan Atlantique, je ne serai pas serein. Je vous l'annonce. Le truc,
T'as l'impression qu'il fait la taille de la Lituanie, c'est mort, j'y vais pas, c'est mort. Non mais le Mésosaurus, pour parler concret, c'est un dinosaure qui a vécu dans le Crétacé supérieur, donc voilà, ils ont à peu près, tous ceux que j'ai cités, ils ont à peu près tous vécu dans le Crétacé, et ils mesuraient 17 mètres de long. Allongez-vous sur environ 13 mètres, et ça fera à peu près 17 mètres. Hello, it's me. Écoutez, je crois que j'en ai pas mal dit sur ma passion des dinosaures depuis que je suis gamin. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le métier de paléontologue. Pour faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches et du coup, j'ai grave appris des trucs. J'espère que ce petit format vous aura plu, que je parle comme ça à découvert, entre guillemets. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça me motive. Et surtout, pour le référencement, ça peut me permettre de niquer les stats, si tu vois ce que je veux dire. De vous abonner et surtout de suivre mes réseaux pour vous tenir au courant de mes dernières vidéos. Et puis même si vous avez besoin d'échanger avec moi, je suis disponible. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis ciao, ciao, ciao.